le précédent épisode, nous vous avons posé le défi suivant. Un PJ est mort et on joue la scène de ses funérailles. Comment faites-vous pour ramener les joueuses à exprimer des émotions? Mike a choisi la réponse de Patrick Dechêne. Pour l'enterrement, c'est la technique cinéma que je trouve qu'elle marche bien. Scène d'exposition, gros plan sur une personne éplorée, plan large avec un discours émouvant. Donc quelque chose de très très cinématique. Quant à moi, j'ai choisi la réponse de Pierrick Gary qui nous a détaillé en fait que lui ne jouait pas les funérailles mais qu'il jouait une scène post-générique où les personnages pouvaient se remémorer le défunt et ainsi faire une sorte de montage de diverses petites scènes de sa vie. Le souvenir des moments partagés aura beaucoup plus d'impact que de simples funérailles. Donc attribution de 10 XP à Patrick Dechêne et 10 XP à Pierrick Gary. Bienvenue à Jet d'initiative, l'épisode 2. Déjà. On a survécu 2 épisodes et vous aussi. Alors aujourd'hui, on va parler de Dragon de poche. Un petit jeu, un petit grand jeu du Grumpf, paru chez Chibi. Et puis, on va vous parler aussi d'inspiration dans le jeu de rôle. Alors, allons-y. Alors, Dragon de poche, donc un jeu du Grumpf paru chez Chibi et disponible chez Lulu. Alors, c'est un jeu qui... c'est une sorte de donjon et dragon. Alors, on va pas dire un donjon et dragon du pauvre, c'est un donjon et dragon qu'on met dans la poche, en fait, puisque c'est effectivement un petit livre de poche. Le système est très très simple. On a des caractéristiques exactement celles de Donjons et Dragons, force, intelligence, constitution, blablabla. On lance 3 dés à 6 faces, donc pour le matériel vous aurez juste besoin de cannibaliser un Monopoly. Et puis on compare ça à une difficulté après avoir ajouté le bonus octroyé par une des caractéristiques. Alors une des particularités de Dragon de poche, c'est qu'on invente aussi l'univers dans lequel on joue. Alors il y a des constantes, par exemple c'est un univers magique où tout le monde peut pratiquer la magie. C'est un univers héroïque et c'est un univers qui a quand même certaines caractéristiques déjà installées. Par exemple, il y a certaines divinités, il y a des classes de personnages très particulières, il y a des peuples, on peut jouer des humains mais aussi des gnomes, des ogres ou des chis. Et puis on peut jouer des classes de personnages alors, qui ont des noms moi, que j'aime beaucoup en fait, puisqu'il s'agit de, par exemple pour les prêtres, on a les capelans, pour les voleurs, on a les chapardeurs, etc. etc. Donc tout ça, tout est couvert d'un vernis linguistique qui est très très agréable. Tout est également illustré par les illustrations du Grumpf qui sont absolument splendides, des illustrations en noir et blanc très très variées qui montrent des personnages dans des situations diverses et variées. Il n'y a pas que de la baston, donc c'est très très joli. Et on a un univers qui est très plaisant et qui est très très simple. Alors très simple, mais pas simpliste, puisque le jeu comporte tout un tas de petits effets très sympathiques. Par exemple, tous les personnages pratiquent la magie, donc on a une magie qui est très variée, une magie générale que tout le monde peut pratiquer en dépensant des points de magie, et puis des magies particulières qui sont spécifiques à chaque classe de personnage. L'autre aspect, c'est que on a un certain nombre de compétences qui sont très simples et qui sont très spécifiques. Par exemple, on n'a pas une compétence qui s'appelle sauter, on a une compétence qui s'appelle sauter haut et loin. On a se déguiser habilement, on a se montrer convaincant, on a écrire de la poésie. Voilà, des compétences très spécifiques qui n'interviennent que dans des cas vraiment super particuliers. Et ça nous donne un système de jeu qui est simple, mais qui est très très varié. Alors, la caractéristique vraiment moi qui m'intéresse beaucoup dans Dragon de poche, c'est que c'est un excellent support pour l'initiation et en plus c'est un support qui est pas cher du tout. Alors j'ai déjà oublié, on a Ah regardé mais moi les... je sais, c'est Voilà. 6 € en PDF le livre de base ou 12 € en impression chez Lulu.
le trouvez dans le terrier du Grumpf, assez facilement. Vous allez sur lulu.com et puis vous le trouverez. Et en Voilà. effet, le format du coup est en petite taille, je pense que c'est un peu du A5, un peu plus petit et ça fait quand même 296 pages, donc il y a de quoi Oui, faire. oui, oui, et c'est un bouquin qui est bien rempli. Alors, si vous voulez en plus avoir de quoi jouer longtemps, eh bien, vous avez un recueil de scénarios qui s'appelle, voilà, j'ai la mémoire Dragon. d'un poisson rouge, c'est les Contes du Dragon. Les Contes du Dragon, alors ça, j'ai pas oublié le prix pour une fois. C'est 5 euros en version numérique et c'est 10 euros en version papier. Ce sont 5 scénarios qui forment une campagne autour de la ville de Bologne. Alors des scénarios en plus qui ont des noms moi, que j'ai beaucoup aimés. Il y a les 4 filles du Seigneur de la Marche, la vengeance de Carne, la nuit du limon fauve, 47 gobelins et les disparus des 5 sigilles. Voilà, donc des allusions à des titres de films qui sont vraiment très sympas. Les scénarios s'enchaînent avec une belle variété parce qu'on a un scénario d'aventure, on a un scénario d'enquête, un scénario d'horreur, et à chaque fois, on a énormément de pistes très très sympathiques pour développer ces scénarios. Et je pense, alors je me trompe peut-être, mais je pense qu'ils sont très adaptés même à un public de débutants et que c'est sans doute les scénarios idéaux pour faire jouer par exemple vos chères têtes blondes ou pour commencer une campagne si vous êtes un petit peu débutant. Parce que c'est un système simple avec des scénarios très très variés. Alors moi c'est ce qui m'a plu. Ce qui m'a plu dans ce système, c'est les illustrations, c'est l'univers qui est original et tout. Mais il y a aussi autre chose. Et donc là je vais laisser Mike parler un petit peu. Oui, dans le livre de base en fait de Dragon de poche, vous avez, toute une section sur les aventures, que je trouve très intéressante parce qu'elle permet vraiment de saisir l'essentiel des choses. On parle dedans, tout bêtement déjà d'histoire et de bac à sable, expliquer les 2 modes de jeu, qui existent et ce qui est bon, après les différentes formes qu'on peut y mettre, mais surtout après vous avez plein de tables où vous lancez, 2 D6, donc un D6 66 pour pouvoir avoir les accroches. Donc que ce soit, tout simplement comment l'histoire commence, quel est l'ordre de mission, quels sont les lieux de l'aventure, quel est le principal adversaire, les autres, ainsi de suite. Vraiment l'opposition, tous les éléments en fait et à partir de ces tables, vous allez véritablement pouvoir bâtir une aventure, de façon assez, alors pas mécanique pour le coup, mais en tout cas à partir de ces inspirations-là, vous allez tirer au sort, vous allez vraiment, le travail va être mâché et puis donc évidemment si vous sentez pas de le faire, vous avez toujours le compte des dragons, vous voyez quoi, 5 aventures, ça fait en PDF, ça fait 1 € l'aventure et en print, ça fait 2 € l'aventure, c'est pas franchement très cher, on peut pas dire le contraire. Donc très bien. Moi, je trouve que c'est un très, très bon jeu, pour démarrer, parce que l'investissement est pas très cher et il y a vraiment tout dedans et l'ouvrage est facile à transporter et vous avez pas besoin de dés à acheter dans une boutique et vous pouvez même, l'acheter à distance, donc par les temps où les boutiques, bon, commencent à ouvrir, mais vous avez peut-être pas tout, qui va bien ou dans votre coin, vous êtes au fin fond de la cambrousse, comme jadis, Sandy l'était, voilà et bien, ça vous permet d'éviter d'avoir à sortir votre botte de Nevers pour pouvoir avoir à trouver un bouquin qui arrive jusqu'à chez vous avec un facteur que vous ne massacrerez pas comme Sandy le faisait jadis, loin dans le fond de la machine. Voilà, maintenant j'ai déménagé, je suis dans une vraie ville, donc on a l'eau courante, l'électricité, tout ça, c'est merveilleux. Voilà, Et comme il le, est pas obligé de travailler à la mine. Et oui, et oui. Alors comme le disait Mike, c'est un jeu qui est super accessible aussi financièrement parce que voilà, si le livre de base à 12 euros, vous allez piquer des dés dans un vieux Monopoly et hop, vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer. Il est très riche. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Chez le Grumpf, chez Chibi, vous avez beaucoup d'autres jeux. Je crois qu'il y a du Cyberpunk. Il y a quoi d'autre, Mike? En fait, dans le même mode, si vous aimez le cyberpunk, il y a Nanochrome, qui, d'ailleurs la deuxième version de Dragon Poche, attire aussi parti de ce que le Grumpf avait fait sur Nanochrome. Donc, si vous aimez le cyberpunk, mais il y a plein plein d'autres jeux en fait dans le terrier du Grumpf, vous irez voir. Si vous commencez avec Dragon Poche et que vous êtes intéressé, vous verrez qu'il y a, plein d'autres matières, à explorer, tout simplement. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Il en sort très 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 régulièrement en plus, donc c'est super agréable. Voilà. Alors, ce qui nous plaît à Mike et à moi dans Dragon de Poche, c'est qu'il y a beaucoup de choses pour susciter l'inspiration. Et justement, c'est un sujet qui nous intéresse. Comment est-ce qu'on trouve l'inspiration dans le jeu de rôle, surtout quand on est meneuse de jeu?
Donc l'inspiration en jeu de rôle, alors l'inspiration, on est tous et toutes confrontés à ce moment où il ne se passe rien dans le scénario et où on ne sait pas ce qui va se passer, hein. Alors que en tant que meneuse de jeu ou que meneur de jeu, dans les jeux de rôle traditionnels en tous les cas, pas dans les jeux de rôle où on n'a pas de MJ, eh ben, c'est quand même le maître de jeu qui est un petit peu le moteur de l'action. Alors, on s'est interrogé, et puis aussi, on a fait appel à des gens qui savaient des choses. Salut, c'est Branch, je suis là pour vous parler d'inspiration. Je vais partir du principe déjà que Mike et Sandy ont fait leur taf, vous ont parlé d'utiliser des scénarios du commerce, d'utiliser des générateurs, de vous inspirer d'autres médias ou d'autres jeux. Ce que je vous conseillerais plutôt, moi, c'est d'aller voir ce que vos joueurs méprisent. Il y a des pans entiers de la culture geek, en fait, qu'on prend à tort pour des choses de décérébrées. Allez voir les histoires des catcheurs, allez voir les persos de Transformers, de Mortal Kombat, regardez des comédies romantiques, regardez des résumés de foot, et vous allez trouver des pépites réellement, donc vous pourrez faire plein de choses. Une autre approche, c'est de vous fixer un objectif en fait d'animation, une technique de MJ, un flash forward, un type de jeu que vous voudriez utiliser. Demandez-vous ce qui est nécessaire et vous allez en déduire ce dont vous avez besoin dans votre scénario. Vous pouvez faire la même chose avec les personnages, par exemple. Demandez-vous quel personnage pourrait dire les paroles d'une chanson que vous connaissez, qui aurait envie d'avoir envie, si vous brûlerez les yeux sur les murs de poussière. Autre possibilité, vous demandez-vous ce qu'il ferait pour rien au monde et pourquoi il est en train de le faire. Et vous allez trouver, pareil, plein d'idées, c'est une situation. Enfin, dernier point, prenez le temps et laissez ça infuser. Les gens savent des choses. Et en plus, nous, on connaît des gens qui savent des choses, ce qui est merveilleux. Voilà, donc l'inspiration, c'est compliqué. Alors, Mike et moi, on a des techniques différentes pour aller chercher l'inspiration. Donc, Mike, dis-nous où vas-tu chercher ou acheter ton inspiration? Alors, ce que je fais moi généralement quand je maîtrise, je m'appuie beaucoup sur, l'improvisation, je fais beaucoup d'improvisation dans mes parties généralement. C'est rare que je fasse jouer un scénario déjà écrit, généralement il se construit au fur et à mesure. Donc généralement avant de commencer dans un univers, je fais une recherche iconographique et j'ai plein d'images et j'utilise en fait l'image comme support d'improvisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, j'ai une illustration, au hasard, qui se passe j'ai trouvé une illustration dans un bar. Je sais qu'il y a une scène qui nous amène les joueurs dans un bar et je vais utiliser, les personnages que je vois sur les illustrations, l'ambiance qui en ressort. Je vais utiliser, par exemple, un personnage qui est dans le fond et je vais construire ma scène vraiment sur l'instant, en baptisant, en voyant comment les joueurs vont réagir, comme ça. Autre exemple, voilà, je sais pas, vous êtes sur une scène, planète post-apocalyptique et vous avez en pleine nuit, vous avez un des PJ, une des PJ qui se réveille et qui décide qu'elle entend un bruit. Elle alerte pas ses camarades parce qu'elle se sent pas en danger et donc elle avance doucement et là, bah, tiens, j'avais prévu deux trois illustrations et puis ils s'étaient mis à l'abri. Il se trouve qu'ils sont dans un ancien métro, donc je sors des illustrations de métro et ensuite j'ai, une illustration, donc l'illustration me permet sur l'ambiance, de l'éclairage, sur l'ambiance du lieu, ça me fait imaginer des bruits tout de suite, ça peut me faire imaginer des odeurs et ils arrivent à l'entrée dans l'entrepôt et à l'entrée dans l'entrepôt avec toutes ces portes, avec le bois où la peinture s'est écaillée et tout ça, ce qui est des débris au sol, il y a des odeurs qui viennent donc j'essaye ça me permet d'être support d'improvisation aussi par rapport au sens pour mettre de l'ambiance et la joueuse entend du son qui vient quoi, la PJ entend du son qui vient de derrière l'entrepôt et arrive et là, vous avez une scène qui va pouvoir démarrer et je vous balancerai une autre illustration pour mettre l'ambiance de la pièce, même si je vais la faire vivre différemment ensuite derrière. Donc voilà, donc moi c'est le gros c'est la recherche iconographique et la deuxième chose que j'utilise beaucoup moi de mon côté, c'est la musique, parce que je sonorise mes parties. Alors en fonction si je joue, sur le net, généralement j'utilise plutôt des musiques d'ambiance sonore. J'utilise pas forcément des morceaux, de musique pure et dure parce que, comme tout passe par l'audio chez moi, j'évite d'utiliser la vidéo pour pouvoir immerger les joueurs. J'ai les ambiances sonores ou sinon, voilà, ça va être, à une table, une musique que je connais évidemment par cœur et notamment au niveau du rythme, ce qui permet d'adapter en fait ma narration ou les descriptions que je vais faire au rythme de la musique parce que je sais qu'il y a un crescendo à ce moment-là. Donc la scène, elle va commencer à devenir un peu folle et ça va partir en combat, par exemple, au moment où justement le rythme est en train d'augmenter dans la musique et que ça va commencer à partir en sucette. Voilà, exemple un petit peu de choses que je peux faire. Donc l'icono et la musique, moi, c'est 2 notamment sources que j'utilise pour l'improvisation.
Alors ça c'est voilà, moi, la musique aussi, l'iconographie un petit peu moins ces temps-ci en ce qui me concerne, et parce que, j'ai du mal en fait à trouver des images qui me donnent des idées originales. C'est compliqué. Comme il y a beaucoup de situations qui sont très convenues, voilà, je trouve plus mon compte dans les images. Et alors, soit je trouve pas les images qu'il me faut, soit il y en a trop. Tu vas sur Pinterest, tu vois, tu cherches, je sais pas, guerrier, machin, ou mort-vivant, pof, t'as 800 images. Donc c'est un peu compliqué. Alors, par contre, moi, il y a quelque chose qui me stimule énormément, c'est les listes. Les listes, et alors dans Dragon de poche, il y a des listes, je vais vous les montrer à l'écran. Il y a carrément toute une catégorie, en fait, une section du livre qui s'appelle listes et catalogues, et on y trouve des listes. Alors, les listes, c'est pas simplement en fait des listes d'actions que l'on peut faire, ou il y en a, hein. Il y a des listes qui permettent de créer un scénario, il y a des listes de lieux, des listes de personnages. Mais alors, ce que je trouve très très intelligent en fait dans ce bouquin, dans Dragon de poche, et dans beaucoup de livres du Grumpf qui sont du même tonneau, c'est que on a tout simplement des listes de mots. Par exemple, on a 89 adjectifs pour décrire un objet. Alors voilà, on a des adjectifs assez courants comme abîmé, admirable. Et puis on a d'autres choses: mesquin, minuscule, moche, moelleux, sophistiqué, splendide, suffocant. On a la même chose pour les lieux. On a, moi, ce qui m'avait fait délirer la première fois que je l'avais lu, c'est 48 bruits que font les monstres. Par exemple, voilà, inspirer, japper, mâchouiller, sternuter, soupirer, ronfler, rugir, respirer, exhaler, froisser, etc. Donc on a tout ce qu'il nous faut en fait pour établir une narration, parce que ce qui est difficile parfois, c'est de susciter une atmosphère, de susciter des choses par le verbe. Alors maintenant, quand on joue un petit peu sur Internet, et tu en parlais tout à l'heure, Mike, on peut utiliser une atmosphère sonore, mais a priori, le jeu de rôle, c'est un loisir qui est basé sur la communication verbale, et exprimer des choses, les faire devenir concrètes à la table, eh bien ça passe par le vocabulaire, ou par l'expression, par des formulations, des choses comme ça. Donc quand on a des mots, quand on a ces fameuses listes de Dragons de poche ou d'autres bouquins, eh bien on a un petit peu des cartouches pour commencer à élaborer son vocabulaire, et à préparer des atmosphères, des atmosphères qui font appel à tous les sens aussi. Je crois que il me semble qu'on a alors il y a des choses que font les monstres, il doit y avoir des odeurs aussi à un endroit, des choses comme ça. Donc ces listes, elles sont vraiment super intéressantes, parce que c'est la matière brute du jeu de rôle, c'est le verbe qui va s'exprimer à la table. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans des jeux du courant OSR. L'OSR, qu'est-ce que c'est? Ça signifie Old School Renaissance. C'est un mouvement qui cherche à renouer avec les sensations des premiers jeux de rôle, plus particulièrement celles des premières éditions de Donjons et Dragons. Donc ce sera des règles simples, faciles à bricoler, à improviser, qui mettent l'accent sur l'interprétation des personnages. Labyrinth Lord ou Osric, par exemple, seront les premiers rétro-clones, très proches des originaux. Mais par la suite, on verra apparaître des jeux qui vont modifier plus ou moins en profondeur le système, comme le Black Hack, le White Hack ou Macchiato Monsters, tout en gardant le même état d'esprit. Ou des jeux qui vont avoir des propositions ludiques très différentes, comme Dungeon Crawl Classics. Enfin, on voit apparaître des jeux qui vont émuler d'autres anciens jeux, comme Warlock, qui va émuler Warhammer Première Édition, ou Troika, qui va se baser sur les règles d'Advanced Fighting Fantasy, nos vieux défis fantastiques. Donc ce mouvement est très proche du mouvement indépendant, sa production est très riche, très vaste, et franchement, ça mérite qu'on se penche dessus. On a énormément de jeux. Par exemple, il me semble que tu l'as lu aussi, Mike, c'est le jeu Mothership, Oui, qui est Alien, une énorme... le Alien-like OSR, quoi. Voilà, c'est un Alien-like. Alors, nous qui sommes assez fans du jeu d'Alien de Free Alligan, Mothership, même si on n'y joue pas,
il fallait qu'on l'ait parce que c'est plein de tables où vous avez des idées d'aventure, vous avez des idées de monstres, ce qui se passe dans une station spatiale, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir vraiment beaucoup de matière à intégrer à la table et à proposer aux joueuses. Voilà. Est-ce que tu te sers beaucoup d'OSR, toi? Pas forcément, mais je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu disais, donc moi j'utilise beaucoup l'Icono. Pourquoi? Parce que c'est un support sur lequel je démarre, mais justement comme, en jeu de rôle, on a tendance à s'appuyer énormément sur la description et donc sur le visuel, le fait d'avoir un support, iconographique me permet du coup de pouvoir rebondir sur ce que je vois pour m'intéresser à l'odorat, m'intéresser à l'ouïe, m'intéresser au toucher, m'intéresser au goût. Parce que ce sont des sens, qu'on a tendance à négliger. On pense au son, hein, mais l'odorat, le goût et le toucher, beaucoup moins et je trouve que c'est bien pratique donc quand tu prends dans Dragon Poche justement ces listes, ça te permet de pouvoir, alors par le verbe bien sûr, mais d'y penser et moi entre, ce vocabulaire que j'ai pas forcément, si je suis pas très éveillé, au vocabulaire, entre ça et les iconos, bah, moi ça me permet de faire le lien entre les 2 et si on fait le lien avec les émotions, l'émission précédente, il y a aussi ça, il y a aussi le fait que l'émotion pour la faire naître au jeu de rôle, elle va passer par le verbe et elle va passer par les descriptions, elle va passer par les scènes et avoir les bons mots peut permettre justement, en s'appuyant sur les sens, l'odorat, le toucher, le goût, le visuel, de pouvoir essayer de faire naître ces émotions à la table, ce qui est pas évident, hein. Je suis pas en train de dire que c'est super facile, hein. On en est tous là et chacun avec son niveau d'expertise, en tout cas ses années, mais c'est très compliqué. Mais avoir des outils comme, Dragon de Poche et avoir des outils comme de l'icono ou de la musique ou autre, ou de l'éclairage dans la salle, ça peut vachement aider à pouvoir construire une ambiance, en fait. Complètement, complètement. Et je me souviens des toutes premières parties de Star Wars qu'on a faites en ligne, parce qu'il faut penser aussi aux jeux en ligne. Là, dans le jeu en ligne, pour moi, il y a énormément de choses qui changent, et notamment le rapport au son et à l'ambiance sonore. Et la première partie, moi, j'étais pas du tout dedans au début, et c'est à ce moment-là que tu as mis un son de vaisseau spatial avec le ronron des moteurs et puis les blip-bloop dans tous les sens. Et là, d'un seul coup, ouais, là, j'étais dans Star Wars. Le son a vraiment eu Une un rôle. précision quand même, moi quand je fais jouer en ligne, je n'utilise pas les caméras. Donc, c'est volontaire, c'est que je veux priver un sens auprès des joueurs pour pas qu'ils se voient les uns les autres, pour qu'ils puissent voir le paperboard que j'utilise, là où je posais les illustrations et donc l'ambiance sert. Il y a beaucoup de gens qui, eux, pour eux, c'est une hérésie de pas utiliser la caméra, ils voient pas l'intérêt. Donc c'est propre à ce que je fais, allez pas voir ça comme, quelque chose de définitif, il faut absolument faire ça. Non, chacun adapte le média comme il faut et c'est vrai qu'utiliser une table virtuelle, c'est particulier et c'est C'est différent. Il ne faut pas partir du principe qu'on va refaire sur table, la table, physique et la table virtuelle sont 2 médias différents. De la même façon qu'un roman et une BD sont 2 médias différents, même tout si on à fait. raconte des belles histoires dans les 2 cas. Voilà. Et on a tendance à oublier en fait que on perd énormément de choses quand on joue en ligne, mais on gagne aussi des choses. Et notamment cette utilisation des visuels et du son, elle est beaucoup plus possible quand on joue en ligne que quand on joue à table en présentiel, comme on dit maintenant. Oui, même si la technologie à partir du moment où il y a eu des tablettes, ça a permis ou les ordinateurs, ça a permis d'amener du visuel à la table parce qu'imprimer, Oui, si on prend il y a 30 ans, imprimer en couleur des choses et d'abord trouver des illustrations, mais depuis qu'on a internet et qu'on a des tablettes et qu'on a des ordinateurs, c'est beaucoup plus facile de montrer du visuel aux joueurs, mais il faut le passer à chaque joueur, chacun à son et tour. oui. Alors que sur une table virtuelle, tout le monde le voit tout de suite, c'est plus Voilà. facile. Et tout le monde est concentré en plus sur le tout le monde est focalisé vraiment sur ce qu'on montre. Donc c'est vraiment un gros atout. Mais on joue différemment. Il y a des choses qu'on perd et il y a des choses qu'on gagne. Voilà. Eh bien écoutez, alors comme d'habitude, on n'a pas fait le tour du sujet, Ça, évidemment. c'est le but. On l'a effleuré, c'est le but. Mais on a quand même commencé à défricher un peu le sujet. Alors, quitte à ce que tout le monde bosse, ça va être un petit peu votre tour. Donc, cette semaine, on vous a proposé un défi un petit peu différent. Alors, voilà. Alors, vous avez prévu un gros combat. Vous avez les fiches des PNJ dans la main, les dés prêts à jeter, quand un des PJ se jette sur sa némésis et l'embrasse langoureusement. Que faites-vous? Alors ça, voilà, ça c'est de Waouh! la situation.
Comment C'est de la prendre le situation. MJ complètement à rebrousse-poil? What? Voilà, Qu'est-ce que je vais voilà. faire? Voilà, J'aime et beaucoup. alors, et c'est marrant parce qu'on a pensé à cette question-là tout à l'heure, et je viens de me rappeler que ça m'est arrivé, moi, mais carrément, pendant une partie d'Apocalypse World, où j'ai un Attention, PJ qui m'a fait le coup. ne donne pas la solution aux joueurs, c'est à quoi? Aux auditeurs, c'est à eux de bosser, aux auditeuses, c'est à eux de bosser. Vous, Non, commence pas. vous Ouais. avez oublié la solution. Voilà, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé, mais voilà, donc voilà une énigme pour meneuse de jeu. Évidemment, je suis sûr que vous allez trouver des super réponses, comme pour les précédentes. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. On vous dit tout simplement à dans 15 jours. Et 15 jours, c'est long. c'est long, c'est long. Si. Est-ce Mais on que vous allez fait tenir? qu'effleurer, donc justement, c'est pour le but, c'est qu'ils en veuillent plus la prochaine fois. N'hésitez pas, comme Exactement. d'habitude, à laisser des commentaires, longs, courts, comme vous voulez. Et puis, si vous voulez proposer des questions de devoirs pour les autres, plus tard, n'hésitez pas non plus, ça peut être rigolo. Ouais, bon, on commence à enregistrer alors? Ouais, ouais, arrête de faire le con, on commence à enregistrer. Anywhere you go, you belong. Ouh là là. Anywhere you say, anywhere. It's up. Top. Et il y a un dragon qui s'appelle Scrofulax, et donc rien que ça, tu vois, t'achètes le jeu, Ouais, quoi. On dit 3, 2, 1 prout, et comme ça on peut caler bien précisément le son. d'accord. Donc 3, 2, 3, 2, 1, 1, prout. prout. Tu remarqueras que juste pour te faire chier, on a quand même mis un I majuscule à l'initiative. J'ai vu, mais il y a des initiatives, il y a des I majuscules partout, hein. Il y en a plusieurs, il y en a 4. T'imagines, dans l'initiative, il y a Ah bah 4 non, mais... I. Et c'est fini, parce que 4 I, c'est fini.